taille moyenne de poitrine plus petite, les yeux bridés, une enzyme en moins pour traiter l'alcool. Ces différences, je pense que vous les connaissez déjà, mais vous seriez surpris de découvrir toutes les différences que cache le corps humain des Japonais. Un corps humain, c'est 5 litres de sang, soit 100 millions de gouttes, soit 500 millions de globules rouges. Aujourd'hui, on sait précisément de quoi est fait le sang et surtout quel est son rôle. Mais au Japon, dans l'ancien temps, comme on connaissait pas tout ça, eh bien, il y avait certaines croyances. Effectivement, les Japonais ont longtemps cru être le descendant d'une lignée unique, pure, le peuple Yamato. Selon eux, il existait un sang pur, Junketsu, par opposition aux enfants nés d'un ou une japonaise et d'un étranger, les sang mêlés, Konketsu. Ça, c'est moi. Bon, bien sûr, tout ça, c'est faux. Mais alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'où viennent les Japonais? Je veux dire, factuellement, est-ce qu'il y avait déjà une population de base sur l'archipel, ou alors il y en a une qui a traversé vents et marées pour venir s'installer sur le territoire du pays du soleil levant? Eh bien la réponse, c'est les deux. Le peuple japonais, c'est un mélange de deux peuples. D'un côté, le peuple Jomon, présent sur l'archipel depuis 13 000 ans avant Jésus-Christ, et de l'autre, le peuple Yayoi, qui, au 3e siècle avant Jésus-Christ, est venu depuis la Corée s'installer sur les terres japonaises. C'est en 1991 que l'anthropologue Kazuro Hanihara a proposé ce qu'on appelle un modèle à double structure. Le peuple Yamato est une fusion entre le peuple Yayoi et le peuple Jomon. ADN Jomon qu'on retrouve d'ailleurs à 15% dans l'ADN des Japonais d'aujourd'hui. Mais très récemment, il semblerait qu'on ait découvert un troisième vivier génétique qui vient encore plus mettre à mal la théorie du sang pur du peuple Yamato, et donc on aurait un mélange entre le peuple Jomon, Yayoi et le troisième qu'on n'a pas encore nommé. Et pourtant, malgré tout ça, de par le régime alimentaire, la géographie, le mode de vie et surtout les variations génétiques, les Japonais sont loin de ressembler aux Occidentaux. Alors le trio gagnant dont je vous ai déjà parlé en introduction, c'est ça. La petite poitrine et le manque de forme en général, ça s'explique par des muscles de traction plutôt que de poussée issus de la culture du riz. Les yeux bridés, ça c'est une adaptation du corps humain hérité d'ancêtres qui vivaient en Sibérie et qui avaient besoin de se protéger contre la forte réverbération du soleil sur la neige et la banquise. Et enfin l'usine ADLH2 qui est manquante pour traiter l'alcool due à une mutation génétique. C'est ce qui fait que les Japonais deviennent rapidement rouge tomate lorsqu'ils consomment de l'alcool. Mais ça va beaucoup plus loin que ces 3 points, car les Japonais ont littéralement des super pouvoirs en ce qui concerne l'hygiène, la digestion et des contre-pouvoirs en ce qui concerne le nez. Ils ont aussi en moyenne tous les membres plus petits par rapport aux Occidentaux, mais il y a une différence, oh elle va faire parler. Il s'agit du fait que les Japonaises sont génétiquement plus attirantes pour les messieurs. Vous pensez que je raconte n'importe quoi? C'est parfait. Ensemble, découvrons cette spécificité du corps humain des Japonais. Une mauvaise caractéristique des Japonais, c'est que beaucoup d'entre eux ont du diabète. C'est dû au fait que pendant des milliers d'années, ils consommaient que très peu de sucre, et d'un coup, avec l'occidentalisation, ils ont commencé à kiffer les cookies, les gâteaux, et le corps humain, il a pas du tout suivi. Comme quoi le sucre, c'est beaucoup plus destructeur qu'il n'y paraît, et c'est pour ça que je ne consomme jamais de soda, et que je préfère me faire des préparations à base de Oli. Ça utilise de l'eau de coco avec des ingrédients naturels. Il y a justement le Oli Iced Tea qui vous permet de freiner sur les sodas si vous ne consommez vraiment que ça. Ensuite, il y a le Oli Energy qui est clairement ma gamme favorite. J'ai que ça. Juste avant ou même pendant la salle, c'est top. Mon goût à moi, je le répète à chaque fois, c'est pomme grenade, c'est le piranha, vraiment pa. Même si récemment là ils m'ont envoyé, attendez, ouais, ils m'ont envoyé du kiwi, là le Komodo kiwi, il est pas mal non plus franchement. Et enfin la dernière gamme, il s'agit de Oli Hydratation, qui te permet de rester en forme et hydraté durant un effort. Et ça toujours sans consommer de sucre. Perso moi c'est vraiment pour la salle que j'en prends et vraiment les goûts qu'est-ce qui sont bons, c'est vraiment ça qui est agréable. Hein. Ils continuent de me soutenir et moi je continue d'en consommer tous les jours, no joke. Pour ceux qui veulent commencer, je vous recommande bien sûr le pack découverte. Ça vous permet de goûter à plein de saveurs différentes pour vraiment identifier laquelle est votre préférée. Vous avez bien sûr un lien dans la description et vous avez 2 codes. Louis 5 pour avoir 5 € de réduction sur ta première commande et Louis qui vous donne 10% sur votre commande. Une tâche. Est-ce que vous aviez une tache bleue sur les fesses lorsque vous êtes né? Parce que c'est le cas de tous les bébés japonais et de tous les bébés de même beaucoup d'autres nations. Japonais, chinois, coréens à 98%, vietnamiens à 80%, hispaniques à 40%, la Turquie à 15% et l'Inde et l'Europe autour de 10%. Cette tache bleue, généralement sur les fesses, elle s'appelle la tache mongoloïde. Il s'agit d'un trouble de la migration de ménoblastes pendant la vie fétale. C'est complètement indolore et elles finissent par disparaître au bout de quelques années. Même si dans de rares cas, elles peuvent rester là jusqu'à l'âge adulte. Et typiquement, ma maman, eh bien, elle en a une sur l'épaule. Et le truc, c'est que même aujourd'hui, on a encore un peu du mal à expliquer le pourquoi du comment de cette tache mongoloïde. Alors vous imaginez bien qu'à l'époque, surtout au Japon, c'était du grand n'importe quoi. Au Japon, durant la période Edo, c'est-à-dire quand même au XVIIe siècle, on pensait que ces marques étaient causées par des saignements dus à des relations sexuelles pendant la grossesse. En gros, on pensait que le bébé dans le ventre de maman se faisait tabasser par
Bref, vous avez saisi. Vous moquez vraiment pas parce qu'en Europe, il y a encore quelques années, comme on ne connaissait pas du tout le phénomène, vu qu'il était plus rare, eh bien il y a des assistants sociaux et du personnel médical qui pensaient que c'était de la maltraitance sur bébé. Ouais, clairement, c'était pas cool pour les parents qui n'avaient absolument rien fait. Ils devaient être en train de suer devant les accusations qu'ils devaient se prendre, et justement, ça me permet de faire la transition avec le second point. C'est une caractéristique physique dont j'avais vaguement parlé il y a très longtemps, mais je n'avais clairement pas assez approfondi les choses. Transpiration. Il existe une rumeur, les Japonais ne transpirent pas. Wow, attendez, c'est très grave ça, parce qu'un être humain normal, ça génère 0,5 litres de sueur par jour. Santé. C'est beaucoup, mais à quoi ça sert? La transpiration, c'est le phénomène qui désigne la sécrétion de liquide par les glandes sudoripares, liquide qu'on appelle communément la sueur, et son rôle est de contrôler la température du corps. Donc si on ne transpire pas, on ne peut pas correctement réguler la chaleur de notre corps, ce qui implique qu'à la moindre petite chaleur, on devient rouge tomate et qu'on a besoin d'un bain de glaçon. C'est loin d'être rigolo parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas suer et c'est une maladie. Il s'agit de l'anhydrose et les conséquences ce sont des crampes, des maux de tête, de la fatigue, un état de faiblesse et des coups de soleil. Bref, c'est une horreur et heureusement pour les Japonais, ils transpirent. Cependant, chez les êtres humains, il y a deux sortes de glandes sudoripares, les écrines et les apocrines. Les écrines sont présentes sur tout le corps et reliées directement à l'épiderme, donc à la surface de la peau. Mais les apocrines, elles sont présentes sous les aisselles, autour des mamelons et entre les fesses. Elles ne se développent qu'à partir de la puberté et contrairement aux écrines, elles sont beaucoup plus grosses et toujours reliées à un poil. Et si les écrines vont sécréter simplement de l'eau et du chlorure de sodium, eh bien les apocrines, elles vont sécréter de l'eau, du chlorure de sodium, mais aussi des lipides et des phéromones. Ces derniers vont être mangés par des microbes qui se situent sur la surface de la peau, et c'est ça qui est responsable de la mauvaise odeur de la transpiration. Ouais, c'est parce que vos bactéries, elles sont en train de taper leur meilleur banquet gaulois entre vos fesses que vous puez. D'une certaine manière, c'est pas vraiment de votre faute, mais c'est là où j'interviens pour vous dire que les Japonais, les Coréens et les Chinois, ils fonctionnent pas pareil. Ils n'ont pas de glandes sudoripares apocrines, pas de lipides, pas de phéromones, pas de banquet gaulois, et donc pas de mauvaises odeurs. Et oui, ce n'est pas un mythe, la transpiration de tous les Japonais est inodore. Enfin, quasiment tous. Oui, cette présence ou non des glandes sudoripares apocrines est reliée bien sûr à la génétique, à l'ADN et bien sûr à un gène particulier. Il s'agit du gène ABCC11. Lorsque ce gène fonctionne correctement, on a la présence de glandes sudoripares apocrines, on a tout le processus, et donc on pue. Oui. Quand ça fonctionne bien, on pue. Mais lorsqu'il y a une toute petite variation, eh bien ce gène ne fonctionne plus correctement et donc il n'y a plus de mauvaise odeur. Oui, vous avez bien compris, c'est lorsque le truc ne fonctionne pas qu'on ne pue pas. Chez les Asiatiques de l'Est, ce gène est présent chez 90% des individus. Et chez les Caucasiens, il est présent quand même, mais chez seulement 2% des individus. Donc il y a une chance pour que vous aussi, vous ayez une sueur inodore. Mais alors comment le savoir? Alors vous pouvez bien sûr courir un marathon et ensuite demander à votre pote de renifler, mais il y a aussi une autre solution. C'est grâce aux oreilles, ou plutôt de ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, mesdames et messieurs, je me dois de vous prévenir, nous rentrons dans la partie crade de la vidéo. Le cérumen des Japonais n'est pas le même que celui des Français. Voilà, c'est dit. C'est parce que la défaillance du gène ABCC11 est liée non seulement à la mauvaise odeur, mais aussi à la texture du cérumen. Pour ceux qui savent pas, il s'agit du produit sécrété par nos oreilles. Donc s'il est sec et croustillant, bravo, vous n'avez pas d'odeur corporelle. Et s'il est humide, eh bien continuez de prendre des douches et de mettre du déo. Oui, s'il vous plaît. Et vous inquiétez pas, vous êtes clairement pas les seuls, j'ai trouvé une répartition juste ici. On voit bien que les Asiatiques de l'Est font vraiment figure d'exception à travers le monde sur ce point. Pour les Japonais, c'est le côté yayoi qui possédait cette variation, pas le peuple Jomon. Et grâce à ça, vous avez tout comme moi l'explication de pourquoi en Europe on utilise des cotons-tiges pour entre guillemets absorber le cérumen, alors que pour les Japonais ce serait totalement inefficace, et donc ils utilisent une sorte de petit bâton pour racler. Et si jamais vous voulez savoir quelle sensation ça procure, il y a des services au Japon qui sont dédiés au nettoyage d'oreilles. Ouais, c'est très populaire, et le mimikaki, c'est comme ça qu'on appelle la séance de nettoyage des oreilles, eh bien c'est souvent un moment agréable à passer pour les Japonais. C'est vraiment le cliché où la maman s'occupait justement de leur nettoyer les oreilles. Allergie. Oula, attendez, c'est juste que je... Wow, il se passe quoi là? Alors sachez une chose, c'est qu'au Japon, il y a chaque année un problème d'ordre national. Il s'agit de l'allergie au pollen, kafunsho en japonais. Et c'est là où vous allez me dire que c'est pas vraiment une différence, en France aussi il y a des gens qui ont le rhume des foins, blablabla. Non, ce n'est pas du tout la même ampleur. Je suis désolé, tu n'as pas de politicien en France qui parle de menace nationale concernant le rhume des foins. On n'a pas une carte quotidienne qui passe sur les chaînes télé principales avec la densité de pollen présent dans l'air en fonction des préfectures, et surtout on n'a pas 42,5% de la population concernée.
On est à 25%, j'avoue, c'est pas mal non plus. Mais ce chiffre de 42,5%, soit 53 millions de Japonais, il a été établi en 2022 par le ministère de l'Environnement. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir à quel point ça touche les Japonais. Parce que si t'as juste vaguement la morve-au-nez, ça passe. Au Japon, l'allergie au pollen, ça les démolit. Les ventes d'antihistaminiques, elles explosent, et carrément, on se prépare pour la saison du pollen. Et surtout, le point qui inquiète le gouvernement japonais, c'est que la saison pollinique, elle se passe entre février et avril, pile au moment où les Japonais, il y a la rentrée des classes ou les changements de poste. Et c'est pile à ce moment-là où malheureusement on constate une baisse de productivité des entreprises japonaises durant la saison pollinique. Oui, vraiment, elles perdent en productivité à cause du pollen et à cause du rhume des foins. Je vous jure, c'est pas une blague. En 2023, la Tokyo Shoko Research a demandé aux entreprises si le rhume des foins impactait leurs activités. Et on est à 30% de oui. Dans les secteurs les plus touchés, on a l'hôtellerie à 45%, les garagistes à 44% et le paramédical à 43,4%. Mais alors, comment tout ceci se manifeste? Principalement avec des employés moins efficaces, mais aussi des retards et des congés pour aller consulter, et enfin une restriction des activités en extérieur. Et pour les bureaux dans les entreprises, ça devient purificateur d'air obligatoire. Et d'ailleurs, le business de ces purificateurs d'air au Japon a explosé grâce au rhume des foins. 30 millions de ventes sur 10 ans pour l'entreprise Sharp avec sa technologie Plasma Cluster Ion, et je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait à peu près une vente toutes les 10 secondes. Énorme. Sans compter qu'on retrouve cette technologie dans les voitures ou encore dans les ascenseurs. Et je pense que vous l'avez compris, mais ce rhume des foins au Japon, ce problème, on le prend très au sérieux, c'est pour ça qu'on parle de menace nationale. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas au pays du soleil levant. Alors cette allergie massive au pollen, quelle en est la cause? La Seconde Guerre mondiale. Oui, alors, si c'est pour me lâcher des « ils ont été modifiés génétiquement à cause des 2 bombes atomiques », non, c'est bon, allez, chut, allez, voilà. Tout vient de la reconstruction du pays. À la fin de la guerre, le gouvernement japonais est sous la tutelle des forces d'occupation américaines. Non, faites pas attention, je mets juste une pièce à l'intérieur de ça à chaque fois que je dis cette phrase. La priorité, c'est la reconstruction du pays qui a été martelée par les bombardements. Il faut donc rebâtir, mais surtout rebâtir vite. Alors pour ça, on a besoin de main-d'œuvre, de savoir-faire et de matières premières. Et là, je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Une des matières premières nécessaires pour la reconstruction des maisons au Japon, c'est le bois. Donc on commence naturellement à abattre des arbres, sauf que, avec la nucléarisation des familles japonaises, c'est le fait que les ménages vivent seulement composés d'un seul couple, contrairement à avant où toute la famille jusqu'aux grands-parents vivaient sous le même toit, il y a une demande massive. Donc il y a besoin de trouver un arbre qui pousse vite et qui donne un bois efficace pour pas se retrouver à déforester tout le Japon. Et c'est comme ça que les Japonais se sont retournés du côté du cèdre japonais, le Zuki, Cryptomeria du Japon pour le nom scientifique. En effet, ce dernier a une pousse de 6 à 8 mètres tous les 10 ans, et en plus le Japon a développé une méthode de rendement particulière, le Daisugi. Littéralement table de cèdre, le but est de conserver uniquement les pousses qui se développent à la verticale. C'est très impressionnant, on dirait même que c'est un peu irréel, mais c'est surtout très efficace. Parce que tous les 20 ans on peut récupérer le tronc des pousses sans tuer l'arbre qui peut vivre jusqu'à 300 ans. Donc ce cèdre japonais c'est vraiment le candidat idéal. Sauf qu'on ne peut pas jouer avec Mère Nature sans la rappeler le lendemain. Certes le cèdre japonais pousse vite, mais à partir de ses 30 ans il produit un des pollens les plus allergisants du monde. Avec le frêne, l'olivier, le platane et le mûrier à papier. C'est ainsi qu'à partir des années 70, il déverse sa semence dans l'air nippon pour attaquer le nez et la gorge de ses habitants. En 2002, les reboisements en cèdre japonais couvrent 12% de la superficie totale du Japon. Ah, pour reboiser, ils ont reboisé, hein, ça a pas niaisé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si jamais tu fais un géoguesseur aléatoire au Japon, tu as une chance sur 10 de tomber sur un arbre. Mais alors maintenant, on fait quoi? Eh bien écoutez, y a pas de secret. Effectivement, le gouvernement japonais a déclaré officiellement qu'il s'est fixé comme objectif de réduire de 20% le nombre de cèdres d'ici 10 ans. Et en visant surtout ceux qui sont près des grandes villes, ils espèrent réduire de moitié la concentration de pollen dans l'air durant la saison pollinique au Japon. Ouais, c'est vraiment la mesure la plus pragmatique et la moins écologique du monde, mais après tout, ils peuvent toujours replanter autre chose. Jambes arquées. Okaku, c'est comme ça qu'on appelle la forme des jambes arquées au Japon, ça veut tout simplement dire forme en haut. Et c'est vrai que c'est assez présent, surtout chez les enfants, alors la cause c'est quoi? Eh bien en vérité, on n'a pas d'explication certaine. Certains disent que c'est parce que les bébés japonais commencent à marcher plus vite que les autres, et donc ça fait pression sur leurs jambes qui ne sont pas encore assez solides. D'autres disent que c'est parce que les japonais ont en moyenne moins de muscles, et donc du coup leurs squelettes doivent supporter plus de charges pondérales. Ouais. Et enfin, on accuse aussi parfois le seiza. Il s'agit de la position traditionnelle japonaise assise sur les genoux, mais ça pour le coup, c'est totalement faux.
Au contraire, elle est très bénéfique pour le corps et elle maintient le dos droit. Perso, je l'ai déjà fait en vidéo plusieurs fois et c'est assez dur, hein, je vous le dis. Je peux pas la maintenir plus de 15 minutes environ. Par contre, j'avoue, c'est pas toujours facile de se mettre dans cette position. 3, 2, 1, go! Alors ça vient d'une émission japonaise où un moine et Ben Johnson, un ancien coureur, ont fait une course, mais avant le top départ, il devait se mettre 10 minutes en CSA. Ah, l'athlète il a gagné, mais pas de beaucoup, et je trouve qu'il est plutôt bon parce que moi je peux vraiment pas du tout marcher après. Concernant les jambes, je me suis aussi forcément intéressé à l'Asian Squat. C'est plus présent dans d'autres pays asiatiques plutôt que le Japon, mais les Japonais savent aussi le faire. Et moi perso, bah... j'en fais un, mais c'est pas en vrai, je suis pas à l'aise du tout. Mais selon Major Mouvement dans la vidéo de Syllabus, eh bien il ne s'agit pas d'une caractéristique ethnique. Il s'agit juste d'une habitude culturelle parce que les enfants voient les adultes le faire, donc du coup ils le reproduisent et ça fait qu'à l'âge adulte ils peuvent aussi le faire. En gros, si vous y arrivez pas, c'est parce que vous avez trop l'habitude d'être sur une chaise. Estomac. Quand je suis allé en Chine pour la première fois, c'était en colonie de vacances et j'avais 15 ans. Sur une journée, on avait un guide chinois qui parlait français et dans le car pour détendre l'atmosphère, il a dit ceci. Vous savez pourquoi les Japonais ont les yeux les plus bridés? C'est parce qu'ils mangent trop de riz et que ça constipe! Et il l'a raconté en faisant cette tête. Alors déjà, c'est le plus gros hôpital qui se fout de la charité avant les bœufs que je connaisse, mais quand j'ai vu tout le monde rigoler dans le car, je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Alors moi, tout jeune, interloqué par cette vanne la plus raciste que j'ai entendue de ma vie, mais aussi par cette nouvelle affirmation que je ne connaissais pas, eh bien j'ai voulu vérifier auprès de mes amis. Parce que perso, je mangeais et je mange toujours du riz blanc et je n'ai jamais eu de problèmes intestinaux. Au contraire, je suis un vrai tube. Je mange un truc, au bout de quelques heures, ça sort. Oui, je sais, vous n'avez pas besoin de le savoir, mais écoutez, voilà, maintenant vous savez, effectivement, je découvre que le riz blanc riche en amidon et faible en fibres peut contribuer à la constipation. Mais alors, comment expliquer que moi, les Japonais ou encore les Asiatiques en général, on n'a absolument aucun problème? Eh bien, forcément, ça se passe dans l'estomac, et pour le coup, là, la différence, elle est violente. À droite, vous avez la forme de l'estomac occidental, et à gauche, la forme de l'estomac japonais. Beaucoup plus en longueur, avec une remontée assez abrupte avant de passer à l'intestin. Et bien sûr, cette différence, ça va permettre aux Japonais de garder leur aliment plus longtemps dans l'estomac et donc ça va faciliter la décomposition du riz. Et cette différence, elle ne vient pas de nulle part, elle s'est faite dans le temps par sélection naturelle. Le régime alimentaire des occidentaux était basé plus sur la viande et les produits laitiers digérés majoritairement par l'intestin, alors que chez les Japonais c'était surtout des céréales. Donc finalement chacun s'est adapté à son propre régime alimentaire à travers le temps. Mais continuons depuis l'estomac jusqu'aux intestins et la nouvelle différence. L'intestin des Japonais, si tu le déplies comme ça, eh bien il est plus long d'environ 1 mètre par rapport à celui des occidentaux. Selon l'étude d'Adolphe Bloch en 1904, on est à 9,5 mètres en moyenne pour les Japonais contre 8,5 mètres pour les Européens. Sûrement dans le but de récupérer davantage de nutriments qui sont difficiles à décomposer. Mais ce n'est pas fini! On a 40 trillions de bactéries dans nos intestins, ouais clairement ça fait du monde, mais au Japon, ils en ont une de plus. Et moi aussi je l'ai. C'est relativement connu, mais il existe une bactérie chez les Japonais et chez les Asiatiques de l'Est qui permet de digérer des algues. Avec une consommation annuelle de 5 kg d'algues pour les Japonais, clairement ils ont besoin d'être équipés. Elle s'appelle Bacteroid plebeus et à part dans l'intestin des Japonais, on ne la retrouve que dans les fonds marins. Alors comment c'est possible? Comment elle s'est retrouvée dans le système digestif de tous les Japonais? Eh bien la théorie la plus retenue, c'est la suivante. Au 8e siècle au Japon, durant la période Nara, les algues étaient bien sûr consommées, mais elles servaient aussi pour payer les impôts. Oui, je le rappelle, l'argent au Japon c'est arrivé très difficilement. À cette époque on payait avec du riz, mais visiblement pour les impôts c'était des algues. Mais attention, pas n'importe lesquelles. On payait avec des algues crues. Et en les consommant, c'est comme ça qu'elles auraient transmis aux Japonais les microbes marins qu'elles portaient, le brassage génétique faisant dans le temps le reste du travail. Bon, forcément tous ces super pouvoirs ne peuvent pas venir avec une certaine contrepartie. Faiblesse des Japonais. Les Japonais adultes ont une forte intolérance au lactose. Forcément, vu que je vous disais tout à l'heure que les Occidentaux consommaient beaucoup de produits laitiers et que les Japonais non, ça fait une diff. Et pourtant dans le monde, le nombre d'adultes intolérants est de 65% déjà. Mais au Japon et en Asie de l'Est en général, on explose les compteurs jusqu'à 90%. Et je précise bien les adultes parce que pour les enfants à l'école au Japon, c'est bouteille de lait obligatoire à chaque midi. Et le fait de pas s'être habitué, ça se répercute aussi sur autre chose. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus grave. On vante souvent les bienfaits du washoku, la nourriture traditionnelle japonaise, faible en gras. Mais du coup, le corps humain japonais s'y est habitué et il a énormément de mal à stocker correctement la graisse. Parce qu'il y a deux formes de graisse, la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée. Et ça n'a rien à voir. La graisse viscérale, c'est celle qui est stockée autour de plusieurs organes, l'estomac, l'intestin et le foie. Et c'est très dangereux parce que c'est à l'origine de diabète, d'hypertension ou d'AVC. Ça favorise même les cancers, enfin vous avez compris, c'est pas bon du tout. Alors que de l'autre côté,
effet, la graisse sous-cutanée, c'est celle qui est juste sous la peau, et elle produit que peu de substances nocives. Et comme ça devient rapidement problématique, on comprend mieux pourquoi on voit pas beaucoup de personnes grosses au Japon. Déjà de par l'alimentation, mais aussi parce que un peu de gras, eh bien c'est beaucoup plus nocif pour un japonais que pour un occidental. Surtout que là, pour le coup, les japonais sont très désavantagés par rapport aux occidentaux. Comme quoi, manger du saucisson et du fromage non-stop, ça sert. Bon, il est temps, mesdames et messieurs, d'attaquer le plus gros point, le point le plus crucial. Plus kawaii, scientifiquement. Les japonais sont plus kawaii que les occidentaux. Oui, cette phrase semble être remplie de subjectivité, de clichés mélangés à du « le Japon c'est comme dans les animés ». Mais contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord, ça se prouve scientifiquement. Alors pour ça, il faut définir des critères pour ce qui est mignon, et il y en a. J'ai déjà parlé en vidéo de la culture kawaii du Japon, elle se mélange avec le contenu lolicon qui a un traitement très banalisé sur l'archipel. Et c'est pas pour rien parce que les critères du kawaii correspondent beaucoup aux caractéristiques physiques des enfants ou des bébés. Un visage rond, des gros yeux, un petit corps. Et des études ont montré que le fait de voir un visage de bébé chez l'adulte, eh bien ça provoque un sentiment de sympathie, d'attention, tout en dissuadant l'agression. Et effectivement, si un bébé avait les mêmes proportions physiques qu'un être humain adulte, personne veut imaginer ça. Donc plus on garde ses traits et les proportions d'un bébé à l'âge adulte, plus on est physiquement kawaii. Eh bien c'est exactement ça. Et il existe un terme scientifique pour désigner ce phénomène, la néotonie. Les caractéristiques néotoniques comprennent un grand front, un nez et une bouche plus basse, un menton plus petit, plus court, plus récessif, des lèvres plus charnues, des yeux plus grands, un nez plus petit, des sourcils plus hauts et plus fins, et un visage plus rond et moins anguleux. Et c'est là où, mesdames et messieurs, ça va se corser. Parce qu'il y a un scientifique spécialisé sur la néotonie, il s'agit de Michael Cunningham. Il a entrepris toutes sortes d'expériences, notamment sur l'attirance des messieurs envers les femmes possédant ou non des caractéristiques néotoniques. Et c'est là où vous sentez où ça va partir cette histoire. Effectivement, les visages féminins les plus néotonisés étaient ceux jugés le plus attirants pour les hommes. Et la conclusion finale que Cunningham a eue, c'est que l'attirance pour les traits néotonales peut présenter la plus faible variabilité interculturelle. En gros, ça veut dire que quelle que soit l'ethnie, l'origine, la culture d'un individu, il semblerait que chez les hommes, tous aient une préférence pour les femmes avec les traits néotonisés. Et les visages néotonisés sont considérés comme attirants, sociables et féminins. Et ça, de plus en plus en fonction du niveau de néotonie. Ça monte, mais il y a quand même un point d'incursion à partir duquel ça chute brutalement. C'est comme si génétiquement on était programmé à aimer ça jusqu'à un certain point, sinon eh bien... lolicon. Le plus curieux, c'est que du côté des femmes, l'attirance pour les traits néoténiques des messieurs est beaucoup moins marquée. Mais alors, pourquoi? Un autre scientifique, Doug Jones, a déclaré que ce déséquilibre est dû au fait que les femmes vivent au-delà de leurs années de procréation et que leur capacité de reproduction diminue avec l'âge. Ce qui entraîne l'adaptation des hommes à être sélectifs contre les traits physiques de l'âge, qui indique une diminution de la fécondité féminine. Wow! En gros, génétiquement, les hommes sont attirés par des femmes qui ont l'air jeunes car ça retraduit une capacité accrue à se reproduire. Et j'insiste sur le qui ont l'air parce que l'âge réel apparemment ne semble pas influer. Je trouve ça assez cohérent avec le fait que les filtres ou encore toute l'industrie cosmétique visent à accentuer les traits néoténiques pour lutter contre les effets de l'âge sur son physique. Bref, cette histoire de néotonie c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Mais revenons-en aux japonais et qu'est-ce qu'ils font dans toute cette histoire? Eh bien, l'étude de Cunningham, elle a été plus loin. Ce pont scientifique a testé des femmes de toutes sortes d'ethnies et je vais lire le résultat de l'étude, ok? Les femmes hispaniques et est-asiatiques ont été jugées plus attirantes que les femmes blanches et noires. Je rappelle encore une fois que c'est basé sur la néotonie qui consiste à avoir des traits ressemblant à ceux d'un enfant ou d'un bébé. Mais pour le coup, Cunningham, en parlant des femmes est-asiatiques, il a mis le doigt sur quelque chose. Parce que les japonais et les asiatiques de l'Est en général conservent hommes comme femmes le plus de traits néoténiques parmi toutes les ethnies. Ceci se confirme bien sûr dans l'ADN, dans le gène EDAR. Il existe une mutation du gène EDAR qui augmente l'épaisseur des cheveux, réduit la taille de la poitrine, réduit la profusion du menton et change la forme des oreilles et des dents. Tous ces changements, eh bien, ils augmentent considérablement les traits néoténiques d'un individu. Et c'est exactement cette mutation du gène que possèdent les japonais et les asiatiques de l'Est. Cette variation du gène EDAR serait apparue il y a 35 000 ans dans le centre de la Chine. Et comme les hommes sont plus attirés par les femmes avec des traits néoténisés, progressivement dans le temps, cette variation du gène s'est répandue à toute la population asiatique, hommes comme femmes. Elle était présente chez le peuple Yayoi qui a débarqué au Japon depuis la péninsule coréenne. Mais elle ne l'était pas chez la population Jomon. Ce qui explique pourquoi la variation est aujourd'hui plus présente chez les Coréens à 86,9% que chez les Japonais à 77,5%. Et donc maintenant vous avez l'explication scientifique de pourquoi les Japonais sont plus mignons que les Français. Ça explique aussi pourquoi génétiquement certaines personnes trouvent les Japonaises plus attirantes. Et surtout ça éclaircit deux points importants. Le premier c'est le développement de la culture kawaii au Japon. Et le second point c'est pourquoi les Asiatiques ont tendance à rester en apparence jeune très longtemps. Bisa Hirako, 53 ans, Masako Mizutani,
55 ans. Ouais, je sais, c'est impressionnant. Mais en même temps, j'ai envie de dire que ça fait 35 000 ans que c'est un critère chez eux, et en plus, ils partent avec un boost génétique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'aime beaucoup traiter ce genre de sujets qui peuvent paraître graveleux mais qui en vérité recèlent beaucoup de secrets intéressants. Sur ce, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner si la vidéo t'a plu. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.